Amis spectateurs, et oui, aujourd'hui je porte un béret car nous allons parler d'une série, que dis-je, d'un monument, un truc tellement galactiquement cool et culte que j'ai pas pu m'empêcher de le détester. Bienvenue dans la série, aujourd'hui on parle de Peaky Blinders. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis quand je dis que j'ai pas aimé cette série, je compte bien rester objectif, mais après 4 saisons, je suis forcé de constater que... Même en 1920, porter la moustache, c'est juste dégueulasse. Plus sérieusement, créé par Steven Knight et sorti en 2013, Peaky Blinders raconte l'histoire du gang de malfaiteurs, les Peaky Blinders. Sans déconner. Vivant dans la petite ville de Birmingham en 1919, cette bande de malfrats d'origine gitane Mais chez les Romano là, ou c'est quoi le délire? est dirigée par les frères Shelby. Donc, dans l'organigramme, on retrouve la petite sœur Ada Shelby, jouée par Sophie Rundle, la tante Polly Gray, jouée par l'excellente Helen McCrory, le jeune John, joué par Joe Cole, l'aîné Arthur Moustache Shelby, joué par Paul Anderson, Non, c'est pas le même que pour Resident Evil, mais oui, je suis persuadé qu'il me poursuit. et bien évidemment Thomas l'épouvantail Shelby, joué par Cillian Murphy. Avouez que vous saviez pas que c'était l'épouvantail dans Batman Begins. Après la Première Guerre mondiale, cette famille fracassée par les horreurs de la guerre se lance dans le grand banditisme et de petites arnaques en coups de pute. Elle finira par créer à elle seule un véritable empire du crime. La série commence avec l'arrivée d'un officier spécial dépêché par les hautes instances gouvernementales de l'Empire anglais, Chester Campbell, interprété par Sam Neill, que vous avez déjà vu dans Jurassic Park, qui a pour mission de retrouver une caisse d'armes volée destinée aux colonies pour mater les insurrections. Et le gars est pas vraiment en mode... Je vous arrête, gros de trahison envers la couronne. mais plutôt dans le délire. Que Dieu ait pitié de ceux qui nous feront obstacle. Pas de bol pour lui, Thomas Shelby est un véritable génie du crime, ce qui risque de conduire les deux hommes dans leur retranchement pour se débarrasser l'un de l'autre dans une grosse rivalité où frontières de la moralité sont de plus en plus floues. Je ne rentrerai pas donc dans les détails de l'intrigue pour la simple et bonne raison que, j'ai pas envie vraiment de spoiler les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Mais pour le coup, comme je me suis tapé quand même 4 saisons, et que je vais devoir expliquer pourquoi j'ai pas aimé Peaky Blinders, je vais devoir rentrer dans les détails. Donc accrochez-vous, ça va spoiler. On va commencer doucement avec mon ressenti personnel vis-à-vis de l'évolution du gang lui-même. Passé la saison 1, c'est plus un gang, c'est une entreprise. I'm a businessman. Ce qui est un peu con puisque le titre de la série c'est quand même le nom du gang, et qu'en plus de ça, ils continuent à porter l'uniforme alors que techniquement c'est plus vraiment des malfrats. Sérieux, à part le moment où Arthur et John crament le bar d'un mec qui a manqué de respect à l'un des leurs, j'ai pas eu l'impression de suivre des malfaiteurs mais des businessmen qui gèrent des affaires dans la violence. C'est pour ça que quand ils crient Par ordre des Peaky Blinders. ça fait son petit effet, mais une fois la saison 2 entamée, y a plus la magie. Pour moi, la magie s'est envolée. Maintenant on entre dans les gros problèmes de la série. Le truc c'est qu'il y a strictement rien acheté dans Peaky Blinders. Les costumes sont impeccables, le jeu d'acteur est franchement bon, les musiques sont cool et les décors sont ouf. Mais tout ça mis bout à bout, il reste quoi? Une histoire sans aucun enjeu et un scénario sacrément vide. Know your fucking place, trash! Y a rien dans cette série qui m'a fait lever de ma chaise, que dalle! Elle est construite sur la même trame et ce, étirée sur 4 saisons. Les Peaky doivent d'abord faire face à une nouvelle menace qui leur met un coup dans les dents, ils concoctent un plan, le mettent en place, se font trahir et ou merde quelque part, ils reprennent l'avantage et sont victorieux. Prenons le cas de Billy Kimball, l'antagoniste de la première saison est joué par Charlie Creed Miles. Autant dire que le mec est là genre 10 minutes à tout péter dans la saison et que niveau menace on est proche d'un gamin qui t'attend à la sortie d'une école pour te péter la gueule. L'acteur en fait des caisses genre Je suis méchant. pour que sa mort soit aussi anecdotique que celle d'un ado dans un film d'horreur. Ah, j'aurais jamais dû être un bandit, j'aurais dû être gentil. Et c'est comme ça dans toutes les saisons. Il y en a pas un pour rattraper le tir. Les deux seuls qui font finalement le taf, c'est Campbell et Luca Changretta, magistralement interprété par Adrien Brody. Dommage pour 2 choses. La première, c'est que la rivalité Campbell/Tomir se résume à réussir à tremper son biscuit entre les cuisses de la jolie blonde, aussi insipide qu'inutile. Et deuxièmement, dommage pour Lucas, qui arrive au bout de 3 saisons, et que la confrontation finale entre Lucas et Thomas est aussi téléphonée que pathétique. À aucun moment les Shelby dans toute la série ne sont réellement au pied du mur. Mais Lucas, lui, a réussi à buter un des Shelby, et comme son enterrement est montré, qu'on voit le corps et que tout le monde chiale, on considère légitimement que c'est une menace sérieuse. Mais avec un gros M, la mise en scène se retournera vite contre la série quand Arthur est présumé mort et qu'on voit pas le corps pendant l'enterrement. Résultat des courses, quand je l'ai vu revenir, j'étais en mode Quoi? Il n'est pas mort? Oh mon dieu, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Wow, sarcasm. Et sans déconner, autant les personnages de John et Arthur sont franchement bien écrits, avec un vrai travail d'évolution, autant le personnage de Thomas...
c'est une putain de page blanche. Le délire autour de lui comme quoi il aurait un charisme fou et qu'il emballerait tout le monde dans ses combines, c'est du flan. Moi j'ai vu un vétéran de guerre bousillé qui refoule tout, ce que joue parfaitement Cillian Murphy, mais pour le reste, y a rien. C'est un gland qui en veut toujours plus et qui peut pas s'empêcher de foutre tout le monde dans la merde parce qu'il s'arrête jamais de la foutre. Sincèrement, j'ai pas compris ce que les gens lui trouvent. Et surtout ce qu'elle lui trouve. Non, parce que sans déconner, si on commence à parler du traitement des personnages féminins... Non de... Dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculé de ta mère. Alors, qu'on se le dise entre nous, j'en ai rien à péter des délires féministes extrêmes. Là pour le coup, c'est juste du bon sens. On commence par Grace, jouée par Annabelle Wallis, le love interest de Thomas et de Campbell, qui, fatalement à cause de ça, n'a franchement rien de très intéressant, excepté la mort de son père et que tout le monde veut la pécho comme si elle était la seule pouffe sur une île déserte. Personnage est vide et perso, je m'en balèque sur 20. Seconde cartouche pour Lizzie, jouée par Natasha O'Creefy, et qui est sûrement la femme la plus pathétique de toute la putain de Grande-Bretagne. 3 saisons à être relayée au rang de secrétaire, plan cul, défouloir affectif, bonne à tout faire, prostituée, mère porteuse, paillasson de Thomas Shelby. Ce qui fait quand même beaucoup sur un CV, mais le pire c'est que cette conne reste avec lui. Putain, fin de saison 3, elle est abusée sexuellement par un malade mental à cause de lui et elle lui fait un gosse. Cette femme est l'incarnation de l'expression « Tu veux qu'une femme t'aime ? Traite-le comme de le merde. » Beauf de France. Eh connasse, reste pas planté là sur un cul, alors ramène-moi la petite sœur. Alors oui, il faut replacer ce genre de comportement dans le contexte de l'époque. D'un côté, ça fait juste passer Tommy pour un connard, et de l'autre, Lizzie est sûrement poussée par ses sentiments pour Thomas. Et comme je sais que c'est très encouragé par les mœurs de l'époque, elle garde le bébé histoire de rester dans sa vie. Donc elle passe pour une femme pathétique avec si peu d'estime pour elle qu'elle est pas foutue de se dire qu'elle mérite mieux qu'un gros con qui la considère un peu comme sa roue de secours. Alors en plus si tu rajoutes le délire de l'époque... Faut te féconder. Après la date limite, tu n'es plus bonne à rien. T'obtiens un personnage complètement branque. Faut bien comprendre que je ne casse pas les couilles avec ce personnage pour le fun, c'est juste qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive, surtout vu qu'elle est quand même un personnage principal positif. Prenons le cas de Kevin, l'homme poisson dans la série The Boy, joué par Chase Crawford. On adore tous le voir s'en prendre plein la tronche, mais pour le coup, c'est mérité. Il a fait une énorme connerie, et les femmes, les autres super, les fans de la série et les scénaristes le lui font bien payer. Mais Lizzie, elle a rien fait de mal. C'était une prostituée, ok, mais pour rappel, si elle est obligée de vendre son corps pour pouvoir bouffer, c'est peut-être dû au fait que du travail pour une femme ne court pas les rues en 1920. Et que dans une ville contrôlée à 80% par un gang de criminels dont son patron et principal client est le chef, ça reste une putain d'excuse valable à devoir faire la pute. Traduction, cette meuf ne méritant rien ce qui lui arrive et sa seule erreur dans la vie a été de tomber amoureuse d'un homme qui est profondément un trou du cul. La folle dingue russe dont j'ai rien à battre du nom, jouée par Gate Jensen, est folle. Et c'est à peu près tout, il y a bien le retournement de situation en fin de saison où on voit qu'elle joue sur les deux tableaux, mais sinon, bof. Ada Shelby qui passe de la jeune idéaliste communiste à l'entrepreneuse ultra-capitaliste est sympathique mais développée avec une brique, et en plus ça rime. Et Polly... Cette putain de Polly Gray. À la base, je considérais ce personnage comme étant le meilleur de toute la série. Et puis est arrivée la saison 4. Je vais devoir faire un parallèle avec une autre série pour vous faire comprendre mon grief contre elle. Dans Sons of Anarchy, le personnage de Gemma, joué par Kate Slagal, a plus ou moins le même rôle. C'est une maman pour une bande de gosses attardés qui ont la quarantaine et sans qui la boutique ne tournerait pas parce que la daronne te claque la gueule en te disant « Merci d'être venu. » Si Gemma évolue au fur et à mesure, enchaînant les épreuves et autres coups durs, elle tient bon pour vraiment être le pilier des Sons. Polly, quant à elle, perd ses énormes couilles en début de saison 4, alors que je voyais une lionne à qui la vie n'avait rien épargné, la prison, le placement de ses enfants au foyer, la mort de sa fille, etc., qui a un vrai impact sur tout le monde et est respectée. Écoute, élever 4 gamins sans une femme à la maison c'est dur, mais moins que mon coup de pied au cul. Suis-moi, on est en retard. Poussant même Thomas à lui faire part de ses plans, alors que pour rappel... Quand vous combattiez en France, ce sont pourtant les femmes qui ont fait tourner cet établissement. Qu'est-ce qui a changé depuis ? On est revenu. Elle perd ses griffes pour devenir une folle dingue qui gobe des cachetons comme des Smarties. Finalement, elle retrouvera ses esprits pour redevenir forte. Vous l'avez probablement pas vu, mais en fait j'ai mis des guillemets sur redevenir forte. Ce qui implique juste de se taper le chef des gitans qui porte une perruque dégueulasse et de suivre les plans de Thomas comme un bon petit chien-chien. J'aurais tellement aimé qu'elle devienne encore plus dure et que son expérience traumatique la transforme en colonne vertébrale pour la famille Shelby en soutenant tout le monde à la mort d'un des membres. Mais le personnage principal c'est Thomas, et il ne faut surtout pas lui faire trop d'ombre. Le personnage de May Carlton, joué par Charlotte Riley, remonte un peu le niveau, mais trop anecdotique pour vraiment avoir un impact sur la série, un petit peu comme celui de Jesse Hayden, joué par Charlie Murphy. Mais heureusement, il y a Esme, joué par... Oh putain... Aimé...
Fionn Edwards, Oula, ça je le prononcerai pas 2 fois moi à sa place. Hein. la femme de John qui visiblement porte les couilles pour tout le reste de cette famille de glands, et qui pour le coup est le seul vrai bon personnage féminin de toute cette connerie histoire. On a donc une série dont les personnages ne doivent pas être un frein au scénario, qui ne tourne qu'autour du protagoniste qui est franchement nul, et des conclusions et cliffhangers pas terribles. Alors pourquoi je me suis infligé 4 saisons de cette merde ? Déjà, les décors et costumes sont absolument parfaits de réalisme. On oublie parfois que l'ambiance d'une œuvre historique, un péplum, repose exclusivement là-dessus. Un exemple, si on fait un film de samouraï avec des katanas produits par Apple et des ronins en survêt Lacoste qui fument du shit, il y a de grandes chances que personne n'y croit, et ben là, c'est pareil. L'utilisation de musique anachronique comme du rock ou du post-rock dans une œuvre de 1920 dynamise grandement cette dernière, et j'avoue que la bande-son est franchement cool. Le jeu d'acteur est bon, et l'écriture des personnages pareil, une fois qu'on s'éloigne des personnages principaux, Arthur, qui peine à être le chef de famille pour finir numéro 2 et qui se tape une méchante descente aux enfers, John et son balécouillisme quasi religieux qui me fait toujours délirer, mais surtout Alvy Salomon, joué par Tom Hardy, qui est parfait de bout en bout en connard aux doigts crochus qui trahit ses associés comme il respire, et qui en plus est à l'origine de la meilleure scène de la série, celle du bluff de Thomas dans la distillerie de Rome. Comme on sait pas si Thomas les balade complètement ou s'il est sérieux, les réactions des personnages sont juste magiques parce qu'on est vraiment là avec eux à pas savoir, et pour le coup, c'est vraiment la seule fois où Thomas m'a vraiment convaincu dans son rôle de chef d'orchestre. Pour conclure, Peaky Blinders c'est une série en demi-teinte, bonne dans son ambiance et son casting, mais pas franchement folle dans son histoire, ce qui finit par la placer dans la case joli ratage. Mais comme toujours, je vous invite à vous en faire votre propre avis et d'en débattre dans les commentaires. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, de toute façon si vous ne le faites pas, je me pointe chez vous et je vous lacère la face avec un béret lame de rasoir. C'était Simon Belmont qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.